toi, est-ce que la CAN 2024 a eu un impact dans le choix des joueurs pour rejoindre les sélections africaines? Je pense que oui, parce qu'on a vu une CAN qui était spectaculaire. Au niveau du jeu, on a vu des belles choses. C'était pas non plus la CAN la plus relevée en termes de jeu, mais au niveau spectacle et niveau émotion, c'était quand même pas mal. Donc le football, c'est aussi des émotions. Vivre des émotions avec sa sélection nationale, c'est important. On n'est plus au début des années 2000 où euh, les équipementiers n'étaient pas les mêmes quand tu passes du maillot au short ou aux chaussettes. Là, on est dans un football qui est réellement bien professionnalisé, où les équipes nationales ont des ambitions, les équipes africaines, ou équipes asiatiques aussi, et qui peuvent rivaliser, comme on l'a vu avec le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, ou le Sénégal qui est passé en huitième. Donc avec la CAN qu'on a vue, on a vu aussi des petites équipes africaines, dites petites équipes, on ne manque de respect à personne, concurrencer les 10 gros. Le niveau se resserre entre les grosses équipes africaines et les petites, mais le niveau se resserre entre les grosses équipes, enfin les équipes européennes et les équipes africaines. C'est pas insultant de dire que les équipes africaines étaient inférieures aux équipes européennes il y a de ça quelques années. Là aujourd'hui, on voit qu'il y a des changements et je pense que les joueurs aussi s'inscrivent avec les équipes africaines. Il y a de la confiance, les fédérations travaillent bien, il y a pas mal de structures. Et surtout, aussi, le défaut de certaines équipes européennes, malheureusement, c'est d'utiliser des fois les joueurs comme des chaussettes. Ah, je te prends, je te vire, je te prends, je te vire. Tandis qu'en Afrique, il y a pas forcément ça. Yamine, est-ce que la CAN 2024 a réellement changé les choses ou est-ce que c'est des nations comme le Maroc ou même le Sénégal qui a eu su aussi attirer de jeunes joueurs dès la sélection africaine qui auraient vraiment pu avoir ces points de bascule? Je réponds tout d'abord à ta première question. Est-ce que la CAN a changé quelque chose? Est-ce que cette CAN 2023 a changé quelque chose? Cette CAN, elle s'est terminée en février. On enregistre aujourd'hui, on est en mars, donc on n'en sait rien. Cela dit, est-ce qu'elle va entamer un processus positif sur le continent africain? Je pense que oui. Force est de constater que la CAN 2021 au Cameroun, comparée à sa sœur, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Je me rappelle de tous les nombreux scandales qu'il y a eu avec cette CAN au Cameroun, même des trucs bêtes, mais qui font quand même l'image de cette compétition, se tromper d'hymne, tout ce genre de choses dont on a pu assister l'arbitrage. On ne va pas y revenir totalement, mais on a compris ce que tu veux dire. Tunisie-Mali, voilà, c'était vraiment une cata. Et là, aujourd'hui, on a une CAN en Côte d'Ivoire qui vient nous montrer que, contrairement à ce que beaucoup pensent, notamment les Occidentaux, notamment les joueurs européens binationaux, l'Afrique est capable de ce genre de compétition. L'Afrique est capable d'organiser des grands événements de football, est capable de mettre de la hype, vraiment de l'enchantement, de l'enthousiasme autour de sa compétition. C'est très positif. Donc je ne vais pas dire aujourd'hui, un mois après, un peu plus d'un mois après, que les choses ont changé, parce que ce serait mentir, on ne le sait pas encore. Mais est-ce que ça va amener du changement? Est-ce que ça va motiver Maroc, prochain organisateur, à faire aussi bien, voire mieux, bien sûr, et le prochain, et le prochain, et le prochain? Donc là, aujourd'hui, j'ai enfin envie de croire, à un élan de positivité sur le continent africain, qu'on arrête d'être un continent moqué, d'un continent pas pris au sérieux. Dès qu'on compare quoi que ce soit au continent sud-américain, on dit vous êtes fou quoi, alors qu'il y a largement matière à débattre sur le niveau de ces deux continents. J'ai envie que ça continue comme ça. Et après, du coup, on fera les conclusions, mais les conclusions ne sont pas encore pour maintenant, même si aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est positif. Pour parler des jeunes joueurs de moins de 20 ans qui ont décidé de choisir une sélection africaine au détriment de la sélection française, on peut citer Christopher Wu et Fares Chaibi qui ont joué la CAN. On peut citer Habib Diarra, on peut citer Brahim Diarra et Wilson Samaké qui ont choisi les sélections jeunes U20 et U23 de la sélection malienne, Jawen Adjam, Elias Ben Seguir très récemment, Amir Richardson, Badreddine Bouanani, Hannibal Mejri ou Yanis Laga pour ne citer que, et c'est un exemple non exhaustif bien entendu, parce qu'il y a d'autres joueurs encore qui ont décidé de rejoindre d'autres pays africains. Mais Timothée, maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre cette fois-ci, au lieu d'avoir certains joueurs qui vont plutôt choisir les A, comme l'a fait un Oussem Aouar, d'avoir cette fois-ci des jeunes joueurs qui vont aller plutôt vers les sélections U17, U18, U20, U23, comme toi, mon ami Wilson Samaké, tu as fait le très bon choix. Voilà, tu as fait le bon choix. Bien sûr, je pense, parce que déjà, les compétitions de jeunes en Afrique sont de plus en plus médiatisées, de plus en plus encadrées. On a beaucoup parlé des championnats organisés pour les U17, les U20.
Et on voit par exemple avec la dernière Coupe du Monde des U19, il me semble, ou U17, je sais U17. plus. Voilà, U17 où le Mali a fait un très beau parcours C'est nous. notamment. C'est Voilà, nous. c'est vous les rois du continent. Et on voit que justement, je pense qu'en fait, les jeunes joueurs se disent, mais dès le départ, il y a un projet sportif qui est cohérent, il y a un projet qui est attractif. Et quand on voit ensuite ce que ça donne sur le long terme avec les équipes chez les A, on se dit qu'il y a une forme de continuité qui commence à s'installer. On le voit par exemple avec le Sénégal, qui a réussi à vraiment installer une dynastie sur le continent, sur plusieurs compétitions, à plusieurs échelons, les U17, les U20, etc. Donc bien sûr, et au-delà de ça, évidemment que la CAN 2024, et même, je pense, au-delà de ça, on n'en a pas encore parlé, mais depuis plusieurs années, le fait que tu aies vraiment des top joueurs dans des top clubs, qui soient des joueurs africains, je pense évidemment à Sadio Mané et Mohamed Salah en tête, mais il n'y a pas que eux. On avait des Yaya Touré auparavant, ou même pour les amoureux du ballon rond, des Michael Essien, etc., qui représentent de plus en plus aussi ce football africain dans les plus hautes sphères, au plus haut niveau du football mondial et européen. Et je pense que ça aussi, ça peut influencer en bien les jeunes des différentes sélections africaines qui se disent, bah voilà, c'est envisageable de performer en club et en sélection en choisissant justement bah, son pays d'origine, en choisissant une sélection africaine. Pour nuancer, si je peux me permettre très rapidement, il y a encore le mauvais dont on veut se débarrasser du football africain. Je pense notamment à des sélections qui sont complètement à la dérive, où on paye pas les joueurs, on donne pas les primes. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça récemment avec la Guinée. Avec Je le sais, Mali. ouais, Abdou m'en avait parlé. Avec le Mali aussi. On pense aussi au Gabon avec des joueurs comme Aubameyang et tout qui étaient arrivés à la CAN 2021. On n'avait rien à faire. Je pense que ça n'a pas encore changé aujourd'hui. Donc il y a du bon, mais on va tout de même rester nuancé. Il y a encore énormément de choses à corriger. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si maintenant cet événement en Côte d'Ivoire motivera d'autres sélections à faire pareil, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans le travail fait en leur sein, bah, c'est nickel, on prend, on stream, mais attention quand même avec les mots, le continent africain n'est pas du tout rétabli, il y a encore beaucoup de mots, et on espère que ces mots s'en iront le plus vite possible. Gâteau maintenant avec les sélections africaines et notamment certains binationaux. Est-ce que les sélections doivent faire preuve de plus de fermeté avec des joueurs qui sont un petit peu qualifiés comme opportunistes? Mais il aurait toujours fallu le faire. Tu as le droit aussi d'avoir des doutes, tu as le droit de choisir. Vous savez, nous tous, on est binationaux, mis à part Timothée, je suis pas sûr. C'est pas forcément un choix qui est facile. Les gens, en général, ils font quoi? Ils vont, oh, allez, je suis un grand joueur, j'ai en équipe de France, et si je galère à aller en équipe de France, bah, je vais aller au Bled, voilà, c'est une porte de sortie. Non, aujourd'hui, les équipes elles sont compétitives. Il y a des Coupes d'Afrique qui sont de plus en plus difficiles à gagner. On regarde sur les derniers championnats, il y a des joueurs locaux aussi qui arrivent. Donc, cette place dite de joueurs, allez, binationaux, on va aller tranquillement aller se mettre à la place des locaux, ça c'est terminé, puisque le niveau des championnats locaux monte. Et en plus, on voit que bah, la fermeté y arrive. On te ferme les portes aujourd'hui. Ah, bah, t'as dit ça il y a 5 ans, que tu voulais absolument l'équipe de France. Aujourd'hui, tu viens au Sénégal, par exemple. Ce qui s'est passé peut-être avec Bouna Sarr, ça ne se passera plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont compétitifs, qui viennent, qui sont formés au pays, qui vont s'exporter en Europe ou même en Asie, hein, au Qatar ou ces choses-là. Donc non, faut être ferme. En fait, il faut juste être honnête en disant, bah, j'ai pas encore fait mon choix. J'ai discuté aussi avec mon agent, avec ma famille. C'est un choix qui peut toucher plus que ma personne, la famille. Pas mal de personnes aussi sont impactées par ce choix-là. Donc voilà, on discute, on réfléchit, on ne ferme pas la porte. On ne dit pas absolument, ah non, je veux absolument pas de la sélection africaine, pour après revenir en disant oui, mais je vais quand même jouer une compétition. Non, les sélections africaines, c'est pas une porte de sortie. On n'aurait jamais fait l'inverse en disant ah, bah, je vais voir avec l'équipe de France, on verra plus tard. Je me concentre d'abord pour le Sénégal ou pour le Mali ou quoi qu'est-ce. Même si l'équipe de France, une grande nation mondiale. Donc, il faut que les gens soient fermes, il faut juste de l'honnêteté. Et aussi, il faut aussi comprendre les binationaux, c'est pas une évidence. C'est-à-dire que tu vas en France, tu es considéré comme africain, en Afrique, tu es considéré comme français. C'est pas une position qui est aussi simple pour les joueurs en tant que tel. Il y a aussi pas mal de facteurs autour de ça. C'est pas simple. Est-ce que, selon toi, et par rapport à ce sujet-là, on peut aussi comprendre le choix d'Oussem Aouar et un peu le relativiser, le nuancer?
Moi, je vais être, je vais pas dire que Gatto n'a pas été nuancé, mais je vais nuancer un petit peu. Comme Gatto l'a bien dit, il y a une crise identitaire entre guillemets chez beaucoup de joueurs. Voilà, chez toi, t'es pas considéré comme t'es, et dans ton bled, t'es pas considéré comme t'es. Donc ça, déjà, c'est un choix difficile. Deuxièmement, pour les Franco-Algériens, moi je vais rester pour les Franco-Algériens sur mon intervention. La France, c'est une très grande sélection de football. C'est une sélection qui te permet potentiellement d'avoir des facilités pour t'engager vers des plus grands clubs Qui fait rêver. qui font rêver. Tout ce qui est prime, etc., il y a plus d'argent à prendre, il y a plus d'opportunités. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Et il faut aussi comprendre que même si les footballeurs aiment leur pays d'origine ou quoi que ce soit, ils sont aussi là pour le bien de leur carrière. Donc ça renforce la difficulté du choix. Troisièmement, comme l'a dit Gatto, il l'a très bien dit, pardon, nous on veut de l'honnêteté. On ne veut pas des joueurs qui font volte-face, on ne veut pas des joueurs qui retournent leur veste dès que la situation n'est plus en leur faveur. On veut des joueurs, limite, s'ils n'ont pas fait leur choix dès le début, on le comprend. Parce qu'on parle de l'équipe de France, on parle de l'équipe de France contre la sélection algérienne. On la comprend cette hésitation. Mais on ne veut pas de ça y est, je ne vais jamais jouer pour l'Algérie ou quoi, et un jour tu arrives, bam, salut, c'est moi. Ça, on ne le veut pas. Par contre, on comprend totalement l'hésitation. On comprend totalement le fait que choisir l'Algérie très jeune quand l'équipe de France se fait du pied, c'est pas facile. Mais on veut vraiment cette honnêteté et on en a marre des joueurs qui, du jour au lendemain, se découvrent une nationalité algérienne. Je pense à Andy Delors. Et non, on veut vraiment plus de ça. Et après, il y a quand même certains joueurs qui ont hésité à rejoindre une sélection africaine, mais qui, une fois que le maillot était porté, ils se sont donnés à fond et ils n'ont pas triché. Le dernier en date, c'est Sébastien Haller, qui marque du coup face au Nigeria en finale. Il s'est donné à fond, c'était sa compète, il s'est donné à 200%. Donc il n'a pas triché, mais il est arrivé tard, certes. Voilà, il a peut-être attendu l'équipe de France, il est arrivé tard. Donc il faut aussi faire preuve un peu de clémence pour ces joueurs-là, qui finalement, certes, hésitent, mais quand ils arrivent, ils ne trichent pas, ils se donnent à fond. Après, si maintenant il y a un joueur qui vient juste de temps en temps claquette, oh, je veux pas faire cette compète, ça m'intéresse pas. Non, ça, on veut pas. Il va vite falloir arrêter. On n'est pas leur tapis. On est des sélections qui sont importantes, on est des sélections qui comptent, et on peut s'affirmer, et on peut dire non à un joueur sans que cela impacte le niveau, ni nos ambitions. Timothée, dans les prochaines années, aujourd'hui, avec un joueur qui est toujours en hésitation et qui ne sait pas quoi choisir entre, par exemple, la France ou le Maroc, est-ce qu'on doit imposer un âge limite, par exemple 21 ans, Ouais, pour que le joueur complètement. puisse choisir sa définition et sa nation, et ce de manière définitive? Ouais, moi je pense, on en avait déjà parlé en septembre, même si le sujet n'était pas tourné de la même manière, j'avais déjà parlé de cette option-là. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. On a parlé d'honnêteté, je suis totalement d'accord. Il faut de la transparence des deux côtés, aussi bien des sélections qui désirent ou qui pourraient accueillir les joueurs, mais aussi du côté des joueurs. On est d'accord que c'est pas facile, hein. C'est des choix qui dépassent le football. C'est pas des choix de carrière, c'est des choix de vie, puisqu'il y a des conséquences derrière. On est d'accord sur ça, mais je pense que oui, au bout d'un moment, il faut donner sa réponse parce que c'est aussi, en fait, donner sa réponse et faire son choix, c'est aussi respecter les sélections pour lesquelles tu es en balance, que ce soit la sélection européenne ou la sélection africaine. Si tu es vraiment honnête avec toi-même et avec tes courtisans, tu donnes une réponse claire et nette. Et c'est pour ça que je pense que oui, arrivé à un certain âge, j'avais parlé de 21 ans, mais oui, 21, 23 ans, je pense qu'au bout d'un moment, c'est l'âge où il faut donner sa réponse. Ça peut paraître un petit peu tôt, mais on est dans un football aussi où les joueurs commencent relativement tôt leur carrière, où c'est des questions qui se posent de plus en plus jeunes, aussi la question du choix de la sélection. Donc oui, parce en fait, il y a beaucoup trop de polémiques et ça installe un climat très malsain, aussi bien pour la sélection qui accueille que pour le joueur qui hésite, qui ne sait pas. Et je pense qu'après, il y a aussi un problème de médiatisation de ces questions-là. On a souvent tendance à diaboliser ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'histoires négatives par rapport à ça. Mais oui, je pense que le maître mot, c'est la transparence pour conclure là-dessus. La transparence, c'est aussi l'honnêteté, comme vous l'avez dit, mais c'est surtout le fait de savoir réellement choisir, faire le bon choix pour les joueurs. Parce qu'on ne parle pas forcément aussi de l'entourage qui va souvent te conseiller Ça peut mettre d'aller, pression carrément, qui ça met peut des devenir pressions pour malsain. va en équipe de France, les infrastructures vont être bien meilleures, tu auras plus la possibilité de te faire découvrir, comme l'avait dit Yamine Bien sûr. précédemment. Fekir. Faut parler de Fekir, Fekir, c'est vraiment l'archétype de ce que tu es en train de décrire. Le coup de fil, non, non, va pas en sélection algérienne alors qu'il exactement. était présélectionné, hop, lendemain, équipe de France. Même si pour moi, je trouve qu'il faut faire preuve d'énormément de fermeté avec les sélections africaines
On peut citer un cas qui, moi, m'énerve et m'exaspère au plus haut point, c'est Abdoulaye Doucouré, qui a décidé de rejoindre la sélection malienne parce qu'il y avait la possibilité de jouer la Coupe du Monde 2022. On ne s'est pas qualifié malheureusement, ça c'est pas un souci, mais derrière il y a aussi des déclarations de la part du joueur où on avait ce sentiment d'un peu hypocrite de sa part de dire que oui, je suis venu à la sélection pour mes parents, mais finalement tu reviens à la sélection alors que tu avais déjà plus de 30 ans passés. Il y a aussi le cas pour d'autres joueurs, mais je pense que c'est au cas par cas. C'est Bien certains joueurs sûr. ne vont pas faire preuve d'honnêteté et d'autres joueurs, par exemple, on parle souvent du cas Moussa Dembélé pour la sélection malienne, ou Alassane Plea, c'est des joueurs qui voulaient venir, qui voulaient rejoindre la sélection, mais qui voyaient l'état de la sélection. Je suis désolé, mais l'état de la sélection malienne, On ne peut pas leur en vouloir. à certains moments, Mais c'était catastrophique. c'est une très bonne nuance que tu soulèves, c'est qu'il y a des contextes vraiment différents. Les joueurs, quand ils sont confrontés à ce choix, c'est pas forcément à la même période de leur carrière. T'en as qui cherchent à se relancer aussi par le biais de la sélection parce que ça tâtonne un petit peu en club. T'en as qui justement sont très prometteurs, qui sont un petit peu plus jeunes, mais qui sont confrontés à ce dilemme-là. Donc non, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que oui, il faut aussi regarder le contexte de la sélection proposée aux joueurs au moment où ça lui est proposé. Tout le monde se rappelle des vestiaires et de l'état du stade de la République démocratique du Congo. Je pense qu'un binational, il voit ça, et jamais de la vie, il décide de rejoindre Non, la mais on les sélection. comprend, hein, ceux qui font ces On choix-là, peut parce que aussi c'est la catastrophe. On les parler comprend. des U23 maliens qui ont été enfermés à l'hôtel et dont la directrice avait menacé de ne pas servir le petit déjeuner s'ils n'avaient pas la rente qui leur était due, tout simplement. C'est fou. C'est Donc fou. finalement, il faut savoir rejauger au cas par cas certains joueurs. Tu vois, Andy Delors, pour moi, c'est banni à vie. Ah, mais Abdoulaye bien sûr, Doucouré, c'est banni à vie. Moussa Dembélé, il faut nuancer. Il faut c'est ça. regarder, il faut peser le pour et le contre. Tu as eu des déclarations qui n'étaient peut-être pas forcément élogieuses, mais derrière, tu avais l'envie de venir à la sélection, mais tu as vu l'état. Et aujourd'hui, le Mali va un peu mieux, parce qu'il y a des joueurs comme Wissam Samaké, mon chouchou, qui est chez le U23, voilà. Il va pouvoir prendre le temps de progresser et de devenir, pourquoi pas, un grand joueur. On l'espère en tout cas pour lui. Mais il y a des situations qui se diffèrent. Mais maintenant, par rapport à certains binationaux qui sont un peu plus âgés, comme Aouar ou comme d'autres joueurs, comment faire en sorte, ou même pour les jeunes joueurs qui n'ont pas forcément eu l'occasion de jouer dans leur pays d'origine, qui ne sont pas formés dans des pays d'origine comme par exemple au Mali, en Algérie ou d'autres pays qui ont joué que en Europe. Comment faire en sorte de les mettre dans des bonnes conditions et aussi qu'ils ne soient pas mauvais dans leur sélection, Gâteau? Déjà, il faut partir du principe que les sélections africaines, elles vont pour convaincre le joueur de venir. À partir de là, la sélection elle se met déjà en dessous d'autres sélections, parce que les autres sélections comme la France, ou bien la Belgique, ou les Pays-Bas, n'ont pas besoin de convaincre, c'est les joueurs qui viennent. Tu vois? Ça, c'est le premier point. Après, les contextes, malheureusement, bon, mis à part le Maroc, c'est comme un gros budget, je vois quand même que tous les présidents de fédération, Sont corrompus. non, pas forcément. Je vois le président Senghor au Sénégal qui n'est pas forcément corrompu, par exemple. Vous, votre président au Mali est Il est en en prison. donc c'est pas la même chose. En Tunisie, c'est la même chose Prison. aussi, il est en prison. Non, je regarde tous les présidents de fédération, leur budget est très, très, très impacté par ce qui se passe par la politique. Ce qui n'est pas le cas en France, en Belgique. La France peut avoir des problèmes budgétaires. La fédération française aura quand même son budget qui sera assez costaud pour survivre. La perte des fois du football peut être due juste à un problème économique au pays. L'économie, c'est très particulier aussi en Afrique et ça diffère de chaque pays. C'est-à-dire que tu fais 50 km en une frontière Sénégal-Mali, complètement C'est différent. jour et la nuit. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut un contexte en fait pour n'importe quel joueur. Il faut que les gens puissent se sentir bien en sélection. Après aussi, c'est une sélection. C'est pas un camp de vacances où on te met bien, tranquille. C'est une sélection. Tu es sélectionné parmi des milliers de joueurs. Donc il faut que les gars aient envie de venir, premier point. Après, il faut aussi qu'ils se donnent les moyens. Le Mali, on en avait discuté avec le Max Space, grâce à Kevin Makassi, que je remercie. J'ai pu discuter avec Brahim Thiam. Oui, Il a dit qu'il n'y a pas de DTN au Mali, par exemple. elle est très mauvaise. Bon, elle est quasi Donc, ils sont en inexistante. train de créer ça tout doucement. Il y a des points où il n'y a pas de choses. Donc, ça, c'est un point à mettre en place. À la suite de ça, il faudrait mettre des infrastructures. Donc, c'est pas les mêmes. Même si on ne part pas du même pied d'égalité. Le Mali, le Sénégal, en 1959, c'était encore
le même pays, tandis qu'en 1959, la France avait déjà participé par exemple à une Coupe du Monde. Vous voyez? Mhm. Donc c'est pas la même chose. Et après, il faut que les joueurs aient envie de venir. Il faut aussi faire des rôles. Il ne faut pas que les joueurs ils puissent discuter directement avec le président. Il ne faut pas que les joueurs puissent discuter des choix d'entraîneur, faire en sorte que l'entraîneur il se fasse sauter rapidement parce que il m'aime pas, on va faire en sorte qu'on l'élimine pour que toi tu puisses revenir. Non, il ne faut pas choisir les entraîneurs par rapport aux joueurs. Il faut choisir les entraîneurs par rapport à un projet. Et ça, c'est dans n'importe quelle sélection. Donc, si un projet à court terme, tu fais ton projet à court terme. Moyen terme, tu verras, il faut mettre plus de choses en place. Et à long terme, il faudrait être plus patient. Moi, si je peux juste dire Dernièrement, le ouais. dernier mot, médias et fans, ne pas polariser, tout simplement. Comme tu l'as dit, cas par cas. Il y a des sélections au sein desquelles il est très difficile de pratiquer un football de façon sereine. Il y a des sélections qui ont un niveau très très bas. Il y a des sélections où tu vas par exemple avoir des postes qui sont bouchés. Il y a différents problèmes pour chaque joueur, pour chaque contexte, comme peut y avoir des solutions. Mais vraiment, ne pas polariser, dire toi t'es venu, donc tu adores le pays, toi t'es pas venu, donc tu t'en fous de ton pays, tu le détestes, t'es un traître et tout. Vraiment, ne pas polariser, contexte, nuance, et de la part des joueurs, de l'honnêteté et de la transparence dans leur Et communication. rappelle-toi aussi ce qu'on disait avec Yasser c'est récemment par rapport à certaines nations africaines. Parce que si on prend nos trois nations, Sénégal, Mali, Algérie, bon, on n'a pas la CAN, mais ça, c'est pas grave. On a quand même un vivier de joueurs, de jeunes joueurs talentueux, Mhm. qui ont des références, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde. Mais quand tu prends certaines nations, que ce soit le Congo, que ce soit le Gabon, que ce soit la Guinée équatoriale, quand un binational, même si âgé, décide de toquer à la porte, ça va être difficile de le refuser. Bah oui. Parce que si Si- tu n'as si pas, ma- si si t'as pas les maintenant Aubameyang- ressources, si t'as pas les ressources dans la gestion des jeunes, si tes jeunes joueurs, C'est c'est ça. pas forcément des joueurs très talentueux, derrière, tu te retrouves un petit peu bloqué, tu vas pas dire, bon, bah, Aubameyang, tu viens à 27 ans, on te refuse. Non, Alors mais qu'à ce moment-là, il était à Arsenal. il y a des sélections, on va dire, ouais, c'est des tapis ou quoi. Non, elles n'ont pas le luxe de dire non. Si maintenant, on va reprendre l'exemple du coup d'Aubameyang, est arrivé en sélection gabonaise Alors qu'il était à à l'âge de, Dortmund. à l'âge de 28 ans, mais est-ce que le Gabon aurait dit non? Bien sûr que non. Même s'il aurait fait toute la communication autour de je veux la France, je veux la France, je veux la France, mais bien sûr qu'il aurait accueilli les bras ouverts. Donc en fait, là, on parle en tant que supporter des Fennecs, Mali, Sénégal et tout. Oui, on peut avoir la réflexion là, on peut dire non, cela il faut leur dire non. Il y a des sélections, force est de constater, elles n'ont pas le choix de dire oui, si tu veux progresser.